Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver déjà pour une 391e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, on a la chance de recevoir Yoram Lecker. Yoram, vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, notamment assistant à la Cour pénale internationale. Et vous avez eu envie d'écrire à un moment donné. On va peut-être revenir déjà sur ça pour une première question il y a quelques années pour publier différents titres. Alors, trois titres au départ qui sont peut-être considérés comme des récits, des guides. En tout cas, ce ne sont pas des romans. Et ensuite, en 2021, L'âme au diable, qui a forcément une résonance particulière pour vous. On en reparlera aussi tout à l'heure, puisqu'il y a un lien avec L'homme qui ne voulait pas mourir. Et donc, on en vient à celui-ci, L'homme qui ne voulait pas mourir aux éditions Viviane Ami, qui est sorti donc le 2 avril dernier. Alors justement, j'aimerais savoir comment vous en êtes venu, Yoram, à vous lancer en littérature, vous lancer à écrire. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que vous posiez votre plume en littérature? Oui, écoutez, d'abord bonjour et merci de m'inviter ce soir. Bonjour à tous, à toutes. Je vous remercie d'être là, comme je vous l'ai dit. Pour répondre à votre question, c'est un peu difficile parce que je ne saurais pas dire exactement. Il n'y a pas un déclic, un moment particulier où je me suis dit, tiens, il faut que j'écrive. Ça fait longtemps que je lis, ça fait longtemps que je suis euh, que j'ai une grande affinité avec la langue. J'aime beaucoup manipuler la langue, en fait, y compris en tant qu'avocat. Ça fait partie aussi du métier de l'avocat. Et j'aime beaucoup rire. Et dans un premier temps, j'écrivais des cartes postales, en fait. J'avais des amis qui m'envoyaient des cartes postales. À l'époque, ça se faisait encore. Et j'ai reçu une carte postale avec au dos de cette carte postale, en fait, l'image était un tableau d'un musée. Et comme c'était des très bons copains et que ce tableau m'a inspiré, je me suis amusé à leur répondre sur cette carte postale et à commencer à faire des espèces de commentaires loufoques du tableau. Et j'y ai pris goût. Et c'est là que je me suis dit, bon, j'aime pas beaucoup aller dans les musées parce que ma mère me traînait dans les musées quand j'étais petit et je m'y ennuyais. Et je me suis dit, ben, il y a peut-être moyen quand même de se divertir en allant au musée. J'y suis allé comme si j'allais faire en fait mon marché. Et, et j'ai été chercher des tableaux que je pouvais commenter de façon marrante. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Fuyez le guide, euh, qui est un ouvrage, un pastiche en fait, une sorte de pastiche. Genre les trois premiers livres sont des pastiches destiné à faire rire avec des commentaires loufoques, mais pas que loufoques, parce que c'est quand même aussi documenté ce que je raconte. Donc je ris, je me moque des peintres. Et, ça va. En fait, je commande 17 tableaux, ça va du 16e siècle jusqu'au 21e. Et voilà, et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis mis à écrire ça. Et puis j'ai pris tellement goût et ça m'a tellement amusé que j'ai voulu continuer. Et donc j'ai eu une autre idée, c'était sur le même schéma, faire la même chose avec des sujets d'examen. Et là, je suis allé aussi à la pêche au sujet. J'ai pris des sujets de philo, de français, d'histoire, les sujets qui m'intéressaient, enfin ceux qui m'inspiraient des commentaires loufoques, enfin des copies loufoques. Et j'ai joué à l'élève qui répond aux questions, sauf que les réponses sont évidemment pas du tout celles qui sont attendues de la part d'un examinateur. Et j'ai ri avec ça. Donc après ça, mon éditrice, à l'époque Les Belles Lettres, m'a commandé un pastiche de livres de savoir-vivre. Elle m'a donné une espèce de panier repas. Elle m'a abreuvé avec toutes sortes de bouquins de savoir-vivre de la comtesse de la baronne de Rothschild, je ne sais plus quelle comtesse du XVIIIe siècle. Et puis j'ai commencé à... Et là, j'étais un peu en panique parce que je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et puis à un moment, j'ai pris cette histoire en main et j'ai fait un livre qui va de savoir naître à savoir mourir. Voilà pour les trois premiers euh, livres que j'ai écrits. Et évidemment, l'appétit vient en mangeant. À force d'écrire, j'ai pris goût à l'écriture. Et j'ai décidé d'enfin pondre ce premier roman que je couvais en fait
depuis très très longtemps, puisque c'est une histoire tragique, l'âme au diable, l'histoire d'un juif qui a sauvé 1684 juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont ma mère, qui a été déportée à Bergen-Belsen, euh, et qui a perdu la vie, en fait, qui a été assassiné en Israël pour avoir sauvé des gens à la suite d'un procès inique, une véritable affaire Dreyfus à l'israélienne. Et ça, donc, c'était un passé lourd, une espèce de transmission particulièrement pesante que je trimballais et j'ai décidé de faire ça. Il y avait déjà pas mal d'ouvrages. Ça faisait des années que je travaillais le sujet, que je lisais des livres d'histoire, essentiellement en anglais d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose en France là-dessus. Et j'ai décidé d'en faire un roman. Et comme toujours, quand j'écris, il faut que ça soit drôle, que ce ne soit pas une chape, même pour un sujet comme celui-là. Et donc, Mon âme au diable euh, est un roman historique, tragique évidemment, mais aussi comique. Voilà. Et enfin, bon, l'homme qui voulait pas mourir, qui est un peu nous tous, je crois. Enfin, on est nombreux dans ce cas. Et particulièrement les hypochondriaques dont je fais partie. C'est la fameuse, de la Modiable, c'est la fameuse affaire Katzner. L'affaire Kastner, ouais. Alors justement, vous avez écrit sur la mort, notamment avec Le Savoir vivre, ce n'est pas la mort en 2019. Euh, c'est quoi la genèse finalement de ce livre-là, de l'homme qui ne voulait pas mourir? Et deuxième question, qu'est-ce qui finalement vous fascine tant ou vous angoisse tant dans la mort? C'est un sujet euh, à la fois extrêmement commun pour tout le monde et en même temps on n'en parle pas si enfin, on en parle rarement finalement de la mort. En tout cas, dans votre livre, vous évoquez différentes choses que je n'avais jamais entendues, des choses parfois drôles, des choses parfois extrêmement sérieuses. Tout à l'heure, vous disiez que c'était loufoque, mais pas que. En effet, c'est bien au-delà de loufoque, puisque vous mettez en avant une sorte de nouvelle philosophie de mort, et pas non pas de vie, pour le coup, mais c'est extrêmement intéressant. On va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais d'abord, j'aimerais vraiment savoir ce qui vous motive à écrire sur la mort. Est-ce qu'une angoisse, vous disiez à l'instant que vous étiez hypochondriaque, peut-être légèrement hypochondriaque, je ne sais pas, mais quel est le déclic? Pour écrire sur la mort, c'est pas un sujet facile, vous mettez l'humour en avant, donc pour le coup, on a compris que ça passait par ce prisme-là, mais quand même, écrire sur la mort sur deux romans ou presque, ça peut aussi devenir très vite angoissant. Bah, je suis un grand angoissé. En fait, j'ai peur de la mort depuis tout petit. Et d'ailleurs, en vérité, j'ai du mal à comprendre que des gens n'aient pas peur de mourir. Et ça me fascine toujours. Je rencontre quelquefois dans la vie des gens qui me disent, bah, moi, la mort, ça me fait pas peur du tout. Et à chaque fois, je suis surpris et je me dis peut-être que je suis un être qui sort absolument de l'ordinaire. Peut-être que je suis fou d'ailleurs, finalement. Mais je pense qu'on est quand même assez nombreux à avoir peur de mourir. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin, hein. Il y a quand même un personnage assez connu et d'ailleurs plutôt apprécié, c'est Woody Allen. Dans toute la filmographie, ou quasiment la film tourne autour de ce sujet et de cette peur-là de mourir. Et donc, je suis une sorte de Woody Allen avec un peu moins de talent, malheureusement, mais j'essaye de faire. Enfin, c'est un peu mon. euh, Comment dire, j'ai un peu cette fibre-là, d'autodérision, de rire de soi d'essayer de se sortir des sujets tragiques par le rire parce que je pense que il y avait aussi un autre personnage qui malheureusement est mort, Guy Bedos, qui a écrit un livre qui était que je trouvais plutôt sympa et drôle, mais c'est surtout le titre. Le titre, c'était Inconsolable et gai. Je ne sais pas si vous avez connu ou lu ce livre ou vu passer cet ouvrage, mais Inconsolable et gai, je trouve que ça résume bien la condition humaine. Euh, et donc, inconsolable parce que rien ne peut me consoler de cette fin. Vous me demander pourquoi j'ai cette crainte, peut-être parce que je m'aime trop, je ne sais pas.
En tout cas, l'idée de ma disparition euh, ne me, comment vous dire, j'ai du mal à l'accepter. Et donc, je suis de ce point de vue, comme Guy Bedos, inconsolable et gai parce que je ne pense pas que ce soit très productif. J'ai eu une période où j'ai, comme Woody Allen le dit d'ailleurs lui-même, où j'ai jeun, où j'ai pu passer beaucoup de temps à, à- à pleurnicher, à gémir, à faire des dépressions et à me dire que la vie était vraiment une catastrophe. Et puis j'ai fini par arriver à la conclusion que la seule issue était d'en rire. Et donc c'est ce que je m'efforce de faire. Et j'espère y parvenir. D'en rire et de se battre aussi, puisque c'est véritablement un combat contre la mort, une sorte de course contre la montre aussi pour ce personnage-là, Max Durand, dont on va parler à l'instant, qui a perdu ses parents à l'âge de 12 ans, qui a, entre guillemets, eu un véritable traumatisme, hein, c'est évident, mais il ne se plaint pas. On a l'impression qu'il est très pudique, justement, par rapport à cela, excepté au début du livre où, en effet, il en parle, bien entendu, mais tout du long, il ne geint pas, lui. C'est intéressant que vous utilisiez ce mot-là parce que je l'ai trouvé au contraire, au-delà d'attachant, et non pas fou, puisqu'on parlera de la folie aussi tout à l'heure, puisque c'est un sujet du livre, mais je l'ai trouvé très combatif. Moi, j'y ai cru à son histoire. J'ai envie de le suivre, en fait. J'ai envie de voter pour lui. Ça m'a fait penser à, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Adrien Klent au Tripod qui Non, je milite connais pas. aussi pour voilà, une semaine de travail à 15 heures par semaine. Et donc, il va s'engager en politique en ce sens. Eh bien, étant donné qu'il a aussi il y a un domaine politique, pour le coup, moi, j'ai envie de le suivre, ce Max Durand. J'aimerais savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique finalement, d'où il provient, ce personnage-là. Il est quand même très atypique. Il a évidemment certains traits qui vous sont semblables, hein. Il est avocat, en effet, et d'autres choses, bien entendu, mais il vient d'où? Max Durand vient d'où? Il y aura- Euh, il vient d'une nuit agitée, euh, au milieu de laquelle je me suis réveillé avec une phrase en tête. Et cette phrase, c'était: c'est décidé, je ne mourrai pas. Et j'ai, comme pas mal d'auteurs, j'imagine, un carnet que je tiens quelque part dans l'appartement. Et, et il m'arrive de me réveiller comme ça au milieu de la nuit avec une idée en tête et d'aller griffonner cette idée sur le calepin et en général de le retrouver le lendemain en me disant: mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est vraiment complètement inintéressant. Sauf que cette fois, j'ai écrit: c'est décidé, je ne mourrai pas. Et cette phrase, elle est la naissance de Max Durand et du roman, parce que en le retrouvant le lendemain matin, ce carnet, je prends cette phrase et je me dis: mais il y a quelque chose à dérouler à partir de là, et une histoire à mettre en place. Après, les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain et ça n'a pas été simple, hein. Le livre que vous avez en main est une énième version parce que je suis très très lent dans mon écriture et comment vous dire, j'ai pas du tout l'écriture facile, hein. Comme je suis en plus très attaché à chaque mot, les mots pour moi chacun a une importance. Il faut toujours que j'ai le mot juste. Je passe mon temps à réécrire jusqu'à ce que je sois à peu près satisfait, ce que je suis rarement d'ailleurs, mais bon. Et donc, il y a eu plusieurs versions. Et notamment une première version, parce que je ne savais pas comment mener cette histoire. J'avais un, un, une ligne de conduite, en fait. C'était, je vais donc raconter l'histoire d'un type qui décide qu'il ne mourrait pas. Ça va être drôle et tragique sûrement aussi. Je ne sais pas encore à quel point, mais probablement ça le sera puisque ça parle de la mort et que peu s'en sortent. Et surtout, il faut que jamais je n'ai recours à des artifices. Et donc, je renonce par avance au fantastique, à la magie, euh, à l'anticipation, à la science-fiction. Je reste absolument scotché, collé au réel. Et c'était ça le challenge.
et j'avoue que c'était pas simple à tenir et qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour construire. Je suis pas, je construis pas très bien. J'aime bien écrire, j'aime bien les mots, mais quand il s'agit de structurer quelque chose, je suis pas un très bon maçon. Et je suis plutôt bon dans les finitions. Je suis plutôt le peintre d'intérieur, vous voyez, une fois que l'immeuble est construit. Et donc, et j'ai commencé par bâtir un truc qui tenait absolument pas la route, ou mal en tout cas. Et mon premier Mac, c'était un assassin en série. Parce que dans l'idée que j'avais, ma seule sortie, en fait, c'était de lui faire, d'avoir un personnage qui imagine. C'est une sorte de Faust inversé. Vous voyez. Au lieu que le diable vienne le voir et lui propose un pacte, j'avais un personnage qui cherchait à tout prix à, euh, à s'attirer les faveurs du diable. Et qui partait dans un délire, en fait, jusqu'à penser que ce diable, il l'avait en effet rencontré. Sauf que ce personnage-là était un personnage que vous n'auriez pas voulu suivre, pour le coup. Et au fond, une fois que je l'ai fabriqué, ce monstre-là, je l'ai regardé dans les yeux et je me suis dit, bah moi non plus, j'ai pas envie de te suivre, il faut que je te sorte de là, d'une manière ou d'une autre. Et un jour, c'était après la sortie de La Diable, on déjeunait avec Viviane Ami et je me plaignais, je geignais comme je sais le faire très bien auprès de mon éditrice pour lui dire, mais voilà, j'ai un roman, c'est marrant, j'ai des trucs qui sont vraiment bien dedans, mais je ne sais pas comment m'en sortir parce que je suis dans l'enfer, dans le sombrissime, le diable, etc. Et elle me dit comme ça, alors qu'on est à table, il y a Lise Chasteloup qui est là aussi, et Viviane me dit, mais est-ce que vous avez essayé la part de l'ange? Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est dingue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'elle part de l'ange? Je, je vois, mais bon, elle décaroche, ça va pas. Restons polis et continuons ce repas. Et je vais passer à un autre sujet. Puis je suis rentré à la maison en me disant, mais quand même, qu'est-ce qu'elle voulait me dire? C'est quoi cette histoire? Et c'est comme ça que je me suis sorti d'affaires et que, avec cette simple, ce conseil, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, ce mot, chercher l'ange, où j'ai effectivement réussi, grâce à ça, ça m'a servi de moteur et j'ai fait de Max ce que vous connaissez de lui aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qu'on aimerait bien suivre. Très bien, très bien. Par rapport à ça, justement, par rapport au fait que il est extrêmement combatif. Tout à l'heure, vous parliez de geindre, mais voilà, je reviens sur ça, mais moi, je l'ai pas du tout vu geindre en réalité. Je l'ai vu dans un. C'est quasiment un pamphlet en fait. C'est un pamphlet politique, un pamphlet. Alors humaniste, c'est difficile de dire humaniste puisque il combat la mort et en même temps, je l'ai trouvé très humain. Comment vous voyez son combat en fait? Est-ce que ça fait partie aussi de vos convictions? Oui, c'est une évidence, mais euh, en fait, j'aimerais savoir concrètement, est-ce que tout ce que dit Max, est-ce qu'entre guillemets, vous y êtes extrêmement proche? Est-ce qu'au contraire, vous avez voulu lui dire des choses qui n'étaient pas forcément de votre ressenti, de votre état d'esprit? Comment vous arrivez à séparer le personnage de Yoram Lecker? Alors, bah, j'ai envie de vous dire oui, il est sûrement beaucoup plus combatif que je ne le suis. Il est meilleur que moi, en clair. Mais c'est ça, en tant qu'auteur, quand on crée un personnage comme celui-là, qui est une espèce quand même de, pas tout à fait un alter ego, mais oui, il est avocat comme moi, il a peur de la mort comme moi, il ne veut pas mourir, etc. Bah, on a tendance effectivement à l'affubler de toutes sortes de qualités dont on est pour une bonne partie dépourvu. Malheureusement, donc lui, est-ce que
je ne pourrais pas, moi, Yoram Lecker, mener le combat que mène Max Durand. C'est un fantasme, évidemment. Et bien sûr que j'adorerais aller avec un clairon devant le Père Lachaise et sonner jouer la sonnerie, pardon, la sonnerie aux morts et interpeller les gens pour leur dire qu'il faut sortir tous ces malheureux de là. J'adorerais manifester devant les EHPAD avec libérer mes camarades, enfin tout ce que lui fait. Moi, je suis un fan en fait de Max. J'aime beaucoup ce mec, mais j'ai pas pas exactement la faconde, la force qu'il a, cette espèce comment vous dire, je suis moins fou que lui. Mais sa folie est très, très ordonnée. Je ne sais pas comment dire. Je dis que je suis moins fou que lui, mais il est pas si fou que ça. D'ailleurs, vous l'avez relevé. C'est quand même un personnage qui est très cartésien, euh, très logique quoi, dans sa façon de procéder, de penser, dans son raisonnement. C'est un garçon intelligent, euh, qui parle plutôt bien, qui plaide d'ailleurs bien euh, sa cause, ou même celle de son ami centenaire, Léon, lorsqu'il a son affaire en main et qu'il doit la porter devant le tribunal. Donc, comment je distingue? Ben, je vous dis, c'est c'est un, c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé rencontrer. Et donc, bon, j'en ai pas rencontré des comme ça, donc je me le suis fait. Alors justement, ma deuxième question, c'est finalement, est-ce que vous avez utilisé des sources réelles d'individus qui ont peut-être combattu la mort, qui ont peut-être créé Ah un non, parti non, contre la non. mort? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous en êtes inspiré ou pas du tout? Je sache, je ne connais pas, j'ai jamais eu vent de personnes qui sont parties dans un tel combat, et encore moins qui s'en sont sortis. C'est ça, on reparlera tout à l'heure peut-être de la religion aussi. Je vais citer un extrait justement par rapport à cela, par rapport au parti contre la mort. Si j'en avais l'énergie, je créerais un parti contre la mort. En voilà un de parti révolutionnaire. Les marxistes n'étaient que des guignols avec leur misérable lutte des classes. L'aliénation par le travail. Un épiphénomène, voilà ce que c'est. C'est quand même invraisemblable qu'il y ait des associations qui se battent pour que l'on ne meure plus de faim, du sida, du paludisme, de la lèpre ou sous la torture sans qu'aucune se préoccupe de ce que l'on ne meurt plus. Tout court. Je fonderai une nouvelle ONG qui exigerait la suppression réelle de la peine de mort au profit de tous les condamnés que nous sommes. Je défilerai devant les hôpitaux et les maisons de retraite. J'irai manifester devant tous les mouroirs du monde pour réclamer la libération de mes camarades. Je lancerai des pétitions, j'interpellerai les gouvernants du monde entier pour leur enjoindre de réformer la Charte des Nations Unies. Le droit élémentaire de l'homme, son droit fondamental, c'est de ne pas mourir. Et ça, c'est très intéressant parce que le premier article de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Et là, vous prenez le contrepoint parfait aussi. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de justement cette volonté et en fait, ce qui fascine, c'est que vous le dites très bien à un moment donné, c'est que la mort tue, entre guillemets, beaucoup plus que tout le reste. Et pourtant, personne ne s'en préoccupe. On a l'impression que lutter contre la mort n'est plus devenu un combat. Par contre, lutter contre une maladie, contre un virus comme le coronavirus dont vous parlez aussi, ça, ce sont des causes. Mais lutter contre la mort, ça n'en est plus un. Ça n'en est plus une, pardon. Ouais. Alors, oui, il y a un chapitre où il a en fait pondu un tract qui s'intitule Mourir tue. Bon, et c'est Ciné, je ne sais pas si vous savez, avant de mourir, Ciné, a- il savait qu'il était très malade, il a préparé sa tombe
et la stèle sur laquelle il avait donc préparé une épitaphe, et l'épitaphe de Ciné, c'était mourir, point d'interrogation, plutôt que crever. Ce qui est très marrant. Il en a même fait un film documentaire. Bon, il est mort, hein, et je crois que, et d'ailleurs, il est, je crois, au Père-Lachaise. Je suis pas sûr. Et il a effectivement cette épitaphe, mourir plutôt que crever. Euh, mais oui, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la condition humaine. Elle est là, de tout temps. D'ailleurs, c'est une des choses que dit Max à tous ceux qui sont en charge du réel face à lui, son psychiatre, les magistrats auxquels il est confronté, qui lui disent, mais de tout temps, les gens sont morts. Et il répond, bah, peut-être, mais de tout temps, ça veut rien dire pour moi. On a regardé Galilée, regardé Copernic, regardé les grands Einstein. On lui a dit que c'était pas possible, et pourtant que ça n'avait que ce qu'il racontait, enfin, quand- de tout temps le Soleil tournait autour de la Terre. Et puis voilà, en fait, c'est pas vrai. On peut s'en sortir, on peut bien montrer, on peut changer ce qui a toujours été admis. Donc pour répondre, je ne sais pas si je suis capable de répondre à votre question, j'ai malheureusement pas de réponse, mais euh, le, comment dire, En fait, la quête enfin, comment dire, de l'absolu de la vie n'existe plus. On a l'impression qu'on a déjà perdu ce combat, que le combat est déjà perdu. On ne peut plus on a devenir accepté. immortel. Ça fait partie des choses qui sont euh, qui font partie inexorablement de l'existence, de la vie. Il n'y a pas de vie sans qu'il y ait une mort. Il y a une fin à cela. On peut éventuellement prolonger la vie, on peut euh, vivre plus vieux. C'est ce que Max prône d'ailleurs. Pardon? Max prône pas du tout l'immortalité, il prône davantage. À un moment donné, il dit que entre 120 et 150 ans, c'est le maximum qu'un être humain peut. Ben, c'est pas lui qui le dit, c'est Voilà, les journalistes. c'est ça. Lui, justement, au contraire, c'est ce qu'on lui oppose. On lui dit, bah, écoutez, c'est un fait de la nature. On sait que biologiquement, un être humain ne peut pas survivre plus avec tel que nous existons, avec les cellules que nous avons, etc. Dans les meilleures hypothèses et conditions possibles, je ne sais plus si c'est 120, 140 ou 150 ans, mais en tout cas, voilà, ça ne va pas au-delà. Et lui, il s'en fiche en fait de tout ça, toutes ces limites qu'on lui oppose, il les refuse. En fait, il n'accepte pas la règle du jeu. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dès le début du livre. Il dit moi, on me dit que c'est la règle, mais moi je joue plus. Voilà. Et puis, c'est difficile alors de comment dire de croire encore à la vie parfois sur certains passages, puisque vous faites une liste assez effarante des petits moments de bonheur de notre vie. Et j'avoue que ça mine un peu le moral, puisque ça représente donc 3600 heures sur une année, soit 150 jours de petits plaisirs et un jour d'extase, donc sur toute une vie. Ça fait peine à voir et vous dites même que c'est donc un ratio, le rapport moyen est de 5 mois de plaisir pour 540 d'emmerdement, un ratio inférieur à 1%. Aucun être censé n'opterait pour un tel placement. J'ai lu cet extrait à ma femme, elle m'a dit voici une corde. Euh, Parce que j'étais tellement convaincu, je lui dis mais c'est incroyable quand même, c'est vrai, c'est incroyable. En effet, le nombre d'heures par rapport au reste d'une vie on est beaucoup moins heureux qu'on est malheureux. Et j'avoue que c'est minant, mais en même temps, c'est tellement vrai. Je trouve que vous visez tellement juste aujourd'hui où le développement personnel sur cultiver le bonheur est de plus en plus en vogue. Peu importe, vous avez même élargi les limites. Et même avec ça, on arrive toujours à 1%, voire à 2%. Mais alors, dans les plus grandes estimations, comment vous arrivez justement à garder la pêche au quotidien avec ces calculs? Vous êtes en train de me dire en clair que je cultive le malheur. Pas, non, pas totalement, mais disons qu'avec ces chiffres-là, ça fait terriblement peur. Bah, d'abord, cultiver le malheur, c'est beaucoup plus facile. Ça pousse mieux. Oui. Dans des terreaux même difficiles, pas besoin d'arroser, pas besoin vous voyez, bon. Mais non, non,
ce chapitre, bon, au départ, je suis parti euh, De l'orgasme masculin. de l'orgasme, de l'éjaculation, en disant ben, une éjaculation, ça dure 10 secondes. Bon. Donc l'orgasme masculin, c'est 10 secondes. 10 secondes, combien de fois, j'ai calculé, mes 10 secondes, je les ai. Combien de fois est-ce qu'un homme a des orgasmes dans une vie? J'ai additionné mes 10 secondes et je suis arrivé à un résultat absolument ridicule de 24 heures dans une vie, quoi. Je dis que pour un Don Juan, peut-être que c'est le double, ou un acteur porno. Bon. Et encore, faut voir. Bon. Après, je me mets à la place d'une femme, je me dis ça doit être à peu près la même chose. Encore que pour une femme, si on déduit les simulations, les orgasmes simulés, on peut pour certaines arriver à des résultats négatifs même. Et donc, à partir de ça, j'ai commencé à bâtir des plaisirs moindres. C'est-à-dire, pour moi, l'étalon du plaisir, si je puis dire, c'était l'éjaculation. Et puis, j'ai commencé à dérouler des moments un peu enfin, des moments agréables dans la vie. J'ai fait cette addition parce que, en fait, Max il est beaucoup dans la statistique, hein, et dans sa façon de raisonner et de voir le monde. Et tout ça pour arriver à quelle conclusion? Pour dire, bah, écoutez, oui, vous allez me demander dans ces conditions pourquoi est-ce que je me bats à ce point pour vivre éternellement si la vie est une telle merde, en clair. Et il répond, bah, c'est que il cite Shakespeare à ce moment-là, hein, et il dit euh, Être ou ne plus être ou être. ne pas être. euh, la formule est belle, bravo Monsieur Shakespeare, mais la question est mal posée. La question n'est pas être ou ne pas être, la question c'est être ou ne plus être. Et ça fait une sacrée différence. Euh, Bah oui, parce que Hamlet, il a son crâne à la main et puis il parle de rêver, de dormir, enfin être ou ne pas être. Ne pas être, ça c'est facile, hein. Ne plus être, c'est une autre question. Et c'est ça la vraie question. C'est ça. Et en effet, ça aussi, ça faisait partie de mes questions, puisque clairement, Max s'attaque aussi à tout le monde, hein. Alors, il s'attaque, façon de parler, en tout cas, il essaye de critiquer aussi. On a vu certains hommes politiques ou animateurs télé pasticher. On pense à Cyril Hanouna, Jacques Séguéla et autres. Donc là aussi, c'est extrêmement fin, c'est subtil. Mais il y a un autre sujet qui m'a intéressé, c'est la discrimination envers les vieux, la gérontophobie. Alors ça, on l'a vu parfois en littérature, pas forcément sous cette forme-là, mais c'est vrai qu'on en parle peu, ça aussi. Et en même temps, aujourd'hui, avec le conflit de génération, l'écart grandissant entre les différentes générations, il y a un véritable problème, notamment sur le marché du travail, bien entendu, mais bien au-delà. Qu'est-ce que vous vouliez aussi dénoncer? Parce que Max Durand, il est... alors, on va pas dire que c'est un homme politique parce qu'il est beaucoup plus sincère qu'un homme politique, mais il a quand même une verve, il a des punchlines, il a un cynisme, il a une satire de la société extrêmement puissante. Qu'est-ce que vous vouliez aussi dénoncer à travers cette gérontophobie? Est-ce que, il y a un véritable combat aussi là-dessus? Bon, pas vraiment, je voulais surtout. C'est-à-dire qu'en fait, il est à contre-courant. Là, on voit qu'on se bat pour partir en retraite le plus tôt possible. On combat les textes récents sur l'allongement de la durée du travail et tout ça. Bon, lui, il est dans l'optique totalement inverse. C'est-à-dire qu'il en a marre qu'on mette les vieux à l'écart. En fait, il s'intéresse aux vieillards parce que pour lui, c'est les têtes de pont de son combat. En fait, il les regarde comme des éclaireurs. C'est comme ça d'ailleurs qu'il rencontre son ami Léon, qui a 108 ans, qui est 107. Il est à l'hôpital où il va visiter un copain à lui et il se perd dans les couloirs de la gériatrie. Et là, il va rencontrer ce vieillard et il va lui enjoindre de ne pas mourir. Mais si vous voulez, c'est l'histoire, lorsqu'il se retrouve à manifester pour le droit euh, à, pour, pour, pour le droit des personnes âgées, des vieux, d'exister, d'être des figures, d'avoir des rôles importants dans les films, de pouvoir continuer à travailler, etc.
je suis là dans la critique sociale plus que vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, je profite de mon personnage pour rire aussi de, de certains comportements qu'on voit chez nos contemporains. Euh, Lorsqu'il demande, par exemple, lorsqu'il dit qu'il n'y a rien de plus violent, il demande le droit à avoir un état civil différent de son état civil réel. Il dit que c'est une vraie discrimination, c'est carte d'identité où on vous donne une date de naissance, et si moi je me sens autrement que né en 1910, si je demande à ce qu'on me... mon âge ressenti, je demande à ce qu'on change mon identité, qu'on m'attribue cet âge-là, et surtout que les banques cessent de refuser de m'accorder des prêts parce que sous prétexte que j'ai 80 ans ou que j'en ai 100 ou peu importe, voilà, je veux pouvoir en fait me reconstituer comme je le souhaite. Mais bon, on est un peu dans la caricature. Une question de Catherine sur l'âge de Max. Je suis pas sûr qu'il soit spécifié parce qu'il évolue aussi, mais est-ce qu'il est vraiment spécifié son âge dans le roman? Oui, il a la quarantaine. Ouais. Ouais, Il a la quarantaine. Voilà. ouais. Alors, Ouais. il a la quarantaine notamment parce qu'il a traversé deux histoires d'amour, entre guillemets, deux grandes histoires d'amour, puisque c'est aussi un roman. Alors, on va pas dire que c'est un roman avec deux intrigues amoureuses, mais pas loin quand même, mine de rien. On a d'un côté Cathy, dont il tombe amoureux, qui est atteinte d'un cancer, avec qui il va y avoir une question de cryogénisation d'un embryon. Mais avant, il y a Marianne, elle aussi, avocate. Ils se sont rencontrés en TD de procédure pénale. Il a fait une petite blague qui n'est pas forcément passée sur l'enquête préliminaire. Ils ne se parlent plus de toute l'année. Et puis, ils vont se retrouver quelques mois après. Là aussi, c'est extrêmement, pour le coup, alors là, pour le coup, c'est très romantique. J'ai trouvé leur histoire extrêmement forte. Ils vont peut-être se retrouver plus tard, ça, je vous le dis pas. Mais je trouve que il y a aussi un véritable sens narratif sur les histoires entre un homme et une femme, pour le coup. Je trouve que vous maniez extrêmement bien ce rôle-là. C'est jamais niais, c'est jamais, c'est toujours en subtilité, c'est toujours délicat. Il y a toujours de très belles phrases, des choses qui sont, qui vont vous parler forcément. Mais je trouve que vous êtes très fort dans tous les domaines en réalité parce que l'humour, ok, le social, ok, la politique, ok, l'amour aussi. Moi, je vous compare un peu à, vous m'avez fait penser à Philippe Roth en fait. Vous m'avez fait Bien, penser. écoutez, je vous remercie. Quel compliment. Ouais, vous m'avez, alors au-delà de la ressemblance un petit peu physique, mais sincèrement, je trouve que vous avez cette verve qui est rare en littérature et vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de thématiques, mais sur l'amour, est-ce que ça faisait partie du schéma d'entrée de jeu? Tout à l'heure, vous parliez du diable, ça aurait dû être un tueur en série, quelque chose d'extrêmement sombre. Est-ce qu'il y avait aussi un peu d'amour là-dedans? Mais oui, même le diable avait des histoires amoureuses. Et je vous entends me parler de délicatesse et je vous remercie beaucoup, mais je trouve que c'est quand même assez cru. Et il y a des passages très, très érotiques dans ce livre. D'ailleurs, Marianne, sa première femme, est une grande exhibitionniste, ce qu'il vit avec douleur, parce qu'elle l'entraîne au-delà de ses limites, et il en souffre. Et ça fait partie aussi, ça permet l'autodérision, parce que qu'une femme soit en demande permanente de performance et que ce soit l'homme, en l'occurrence, qui soit en dedans, si je puis dire, en tout cas, qui essaie de retenir. J'ai trouvé ça plutôt marrant comme situation. Euh, mais bien sûr qu'il lui fallait de l'aide dans son combat. Et dans un premier temps, cette Marianne n'est pas du tout disposée à aller dans son sens, hein. Elle essaie au contraire. Elle est plutôt on va dire, pour utiliser une formule que j'aime pas tellement, mais dans Eros plutôt que dans Thanatos. Alors que lui, euh, sur, en, oui, c'est un personnage fantasque et c'est un personnage fantasmé. Et moi, j'aime beaucoup, d'ailleurs, dans tous mes ouvrages, dans mon roman, d'ailleurs, L'âme au diable aussi, il y a toujours des femmes qui sont des sacrées bonnes femmes.
qui sont des femmes euh, libres, euh, entreprenantes toujours, très entreprenantes et euh, qui ont un très bon sens de la répartie, qui ont un très bon sens de l'humour. Et c'est le cas des deux femmes de ce roman, je pense, Marianne et Cathy. Cathy qui est, alors elle, très rentre dedans, cassante aussi, et dans son, elle a un sens de la répartie tout à fait exceptionnel. Et bah, j'ai même mes fantasmes, hein, autant se faire plaisir en écrivant. C'est un exercice assez douloureux, mais voilà, que j'ai le pourcent de plaisir que je raconte dans mes statistiques. Voilà. Et effectivement, je les trouve avec ces femmes-là. Ah bah, j'y ai vu, moi, j'y ai vu du romantisme. Voilà. J'ai vu du romantisme. À travers cela, c'est aussi, voilà, je trouve que vous avez créé des personnages extrêmement incarnés, en fait, extrêmement puissants. On les voit, on les imagine, on les visualise. J'aimerais vraiment beaucoup un film sur ce livre-là, mais sait-on jamais, on verra. On ne sait jamais. Ben, pour le romantisme, soyez gentil, Anthony, dites-le à ma femme. Ok, ce sera fait. Parfait. Oui, c'est vrai qu'après, dans le rôle du conjoint qui lit ça, forcément, ça peut être plus délicat. J'avoue, c'est étant donné que c'est la part fantasmée. Écoutez, elle m'a reproché toute ma vie de n'avoir pas une once de romantisme, d'être vraiment très direct et trop. Vous voyez, et donc que vous disiez ça, vraiment, là, vous allez peut-être changer ma vie. On lui enverra le replay. Parfait. Eh ben, c'est le moment de nous lire un extrait. Yoram, c'est à vous. Bon, alors j'ai préparé un extrait qui est peut-être un peu long. Excusez, j'ai voulu prendre des moments qui sont un peu tendres, justement, pour changer du rentre-dedans. Donc, c'est en page 23, voilà, je vais vous le lire, hein. 28 ans après sa disparition, je me rends compte avec amertume que ce n'est plus de ma mère, mais de mes souvenirs que je me souviens. Il y a un moment qui me revient malgré tout avec précision. C'est ce jour où je suis allé la voir, pardon, mon cahier de conjugaison à la main. Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est Max qui raconte quand il était petit, hein. Elle était debout derrière le bar de la cuisine, son tablier, la reine de la cuisine, nous autour du cou. Elle lisait une recette en prévision du dîner qu'elle préparait pour fêter l'anniversaire de mon père. Je lui ai tendu mon cahier. Et c'est là qu'elle m'a dit, mon pauvre Maxou, comment feras-tu pour te débrouiller quand je serai morte? Je lui avais juste demandé de relire mon devoir, une procédure courante et sans charge émotionnelle particulière que nous pratiquions depuis mon entrée en CP. Et voilà que la perspective de sa mort a surgi comme ça, sans prévenir. Comment ferais-je sans elle? La question ne m'avait jusqu'alors jamais effleuré. À 9 ans à peine, un gouffre venait de s'ouvrir sous mes pieds. Ma mère allait mourir. Cette certitude m'a pris de court. Le monde s'est désagrégé, et avec lui toute perspective de bonheur. J'ai pleuré comme si elle venait de m'annoncer sa mort pour de vrai. Sans que je puisse l'expliquer, ce qui n'était encore qu'une éventualité était devenu suffisamment tangible pour avoir force de présent. Elle avait beau me serrer dans ses bras, me couvrir de baisers, j'étais inconsolable. Alors, elle est revenue sur sa déclaration. Elle avait dit ça pour rire. Elle n'avait aucune intention de mourir, je pouvais dormir tranquille, elle serait toujours à mes côtés. Au bout d'un long moment, la panique s'est estompée. Ma mère a failli annuler la fête d'anniversaire, mais il était trop tard, les invités sont arrivés. Elle s'est excusée d'avoir brûlé le dîner que par ma faute, elle n'avait pas préparé, elle s'est fait livrer un repas de substitution, commandé à la va-vite chez un traiteur, et l'incident fut clos. Pas tout à fait, car depuis, je ne cessais de la tester. Je lui demandais comment elle comptait s'y prendre pour ne pas mourir. Et elle me répondait avec tout le sérieux dont elle était capable. Je devais lui faire confiance. Elle trouverait un moyen. Lorsque j'insistais pour savoir lequel, elle prétendait que c'était un secret. Et très vite, elle passait à un autre sujet. Un jour, mon père, surprenant notre échange, lui a dit sur un ton de reproche, quand vas-tu arrêter de lui rentrer des idées loufoques dans la tête? Cette intrusion m'a mise en rage. C'était une affaire entre maman et moi.
Une promesse trop fragile pour qu'un tiers, fût-ce mon propre père, se permette de s'y immiscer. J'ai défendu ma mère bec et ongle du haut de mes 9 ans. Le loufoque, c'était lui. S'il voulait mourir, il n'avait qu'à le faire sans nous. Il s'est fâché. J'ai été privé de sortie. C'était une partie de mini-golf au parc floral de Vincennes, je m'en fichais pas mal. Ce qui m'a anéanti, ce fut de surprendre maman lui murmurer à l'oreille: Arrête, Pierre, ce n'est qu'un enfant. Le monde s'est écroulé à nouveau. C'est un peu moins douloureux que la première fois parce qu'on a eu le temps de s'acclimater aux ruines. Mais tout de même, ça fait encore très mal. Ma mère m'avait donc menti, elle comptait mourir en cachette. C'est comme ça qu'on traite les enfants. On leur ment. Avez-vous remarqué que lorsqu'un adulte croise un enfant qu'il ne connaît pas, ça peut être dans la rue ou dans le métro, il lui sourit? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi? Eh bien, c'est sa façon de lui demander pardon. Désolé, petit, pour ce qu'on t'a fait. Bon courage pour la suite, hein. D'ailleurs, à l'autre bout de la poussette, le père ou la mère répondent à l'inconnu par un sourire complice. Ils savent de quoi ils parlent. L'important, c'est de faire croire au gosse que tout va bien. Faut surtout pas qu'il sache dans quelle galère on est. Alors on lui sourit, même si on vient de se faire virer de son boulot ou d'apprendre la mort de son meilleur copain. C'est comme ça. C'est comme tous ces Pères Noël qu'on exhibe dès la mi-novembre devant les portes des grands magasins. Ils appellent ça la magie de Noël. La télé, les affiches, même les gens n'ont que ce mot à la bouche. Tu parles de magie. Un gros mensonge organisé, ouais. Ils collent leur enfant sur les genoux d'un vieillard à la barbe en coton en leur expliquant avec ravissement qu'il est descendu du ciel en traîneau leur apporter des cadeaux. En réponse, les plus lucides se mettent à pleurer. Quelques années plus tard, ils découvrent que le Père Noël n'existe pas et les adultes cessent de leur sourire. Je connais la chanson. Mes parents m'ont fait le coup, puis ils sont morts autour de la quarantaine dans un accident de voiture. On partait justement fêter Noël chez mes grands-parents à Valenciennes. Eux non plus ne s'en sont pas remis. Merci, Père Noël. Voilà. Alors justement, je vais rebondir sur les religions aussi, parce que vous égratignez un peu toutes les religions, et c'est difficile en effet de ne pas mettre un parallèle entre la mort et la religion, c'est quand même fond de commerce particulier. Je vais citer un extrait aussi tout aussi tordant. J'ai envie de tout lire en réalité, donc c'est compliqué, j'essaie de me restreindre et de me soigner. Pourtant, c'est en mobilisant les scientifiques que nous mettons les meilleures chances de notre côté. Non pas que j'ai quelque chose contre les religions, bien au contraire. Cette affaire de résurrection de Jésus, par exemple, est parfaitement crédible. D'ailleurs, ce ne sont pas les témoins qui manquent, Marie-Madeleine, les apôtres et surtout Thomas. S'il y en a un auquel on peut faire confiance, c'est bien lui. Il n'était pas du genre hystérique de masse, Thomas. Le problème, c'est que depuis cette histoire, Jésus, on ne l'a pas revu. Faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Une promenade d'une quarantaine de jours avec quelques apparitions ici et là, et puis pchit, plus rien. Pas très rassurant. Alors quand je les écoute chanter tous en chœur, le Christ est ressuscité, vraiment ressuscité, je ne peux m'empêcher de penser en canon qu'il s'est aussi vraiment volatilisé. Et je ne parle pas des juifs et des musulmans qui promettent la résurrection sans se donner la peine de fournir les preuves. Les chrétiens vous convoquent une cohorte de témoins, eh bien eux non. Faut les croire sur parole. Mourez tranquille, on s'occupe des restes. Alors voilà, ça fait partie, clairement, de ce genre de passage que j'adore. On est d'accord qu'évidemment, religion et mort sont totalement indissociables et que il y a un autre passage que je dirai tout à l'heure et que forcément, avant de lutter contre la mort, il va falloir peut-être aussi lutter contre les religions. Bah, oui, c'est vrai, non? Ce que je dis, non? Sûr que c'est vrai, c'est évidemment vrai. Bah oui, je suis vent debout contre toutes les religions. Oui. Dans ce livre, c'est même pas que je les égratigne, je les démolis littéralement. Il y a même un passage où mon héros décide de porter plainte pour escroquerie contre les trois religions monothéistes, contre le pape, contre le grand rabbin et le grand moufti ou je sais pas qui. Donc oui, on est et puis il cite le code pénal en disant on est en plein dedans, hein. D'ailleurs ça pour le coup c'est vraiment des choses que je me suis dites. Euh, et en tant qu'avocat, je peux dire que mon rêve, ça aurait été d'avoir un client qui me charge d'aller porter plainte contre les représentants des trois religions, voire d'autres d'ailleurs, parce que pour moi, bon, pourquoi pas contre.
les bouddhistes et autres, je ne sais pas, je ne vais pas toutes les citer, mais oui, oui, il y a là une escroquerie. Et d'ailleurs, ça répond aussi au début de notre entretien, parce que vous me demandiez par rapport à la mort, est-ce que ce combat, pourquoi est-ce qu'on mène pas ce combat? Ben, parce que justement, c'est l'objet de toutes ces religions que de faire accepter, de plier finalement face. Elles étaient déjà vent debout contre la science, contre toutes les avancées de la science. Certaines le sont encore aujourd'hui. Enfin, quand on voit, mais bon, je parlais je ne peux même pas dire la mienne, tellement je suis athée, mais je suis né juif, hein. Mais quand je vois comment les religieux intégristes juifs, et je ne parlerai que d'eux, mais ils ne sont pas les seuls évidemment, traitent ou quelle relation en fait ils ont à la vie et aux femmes, je trouve ça assez insupportable, oui. Et donc, je m'en prends effectivement à tout ce monde, à toutes ces religions que, que, avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, en fait. Voilà. Et vous dites que tous les ingrédients sont réunis, parce que ça rentre dans le code pénal, notamment sur l'escroquerie, la fausse qualité, le pouvoir imaginaire et l'événement chimérique. C'est ça. C'est ça. Oui. Bah oui, le Messie, la fausse qualité, l'habit qui fait le moine. Euh, en vertu de quel. Enfin, c'est quand même des personnes qui se déclarent euh, euh, messager ou mandaté, alors que ce mandat n'existe pas, que je sache. Et vous vous en prenez même aux agnostiques, ça c'était aussi très drôle. Oui, Des types qui ont le cul entre deux chaises, ils ne se prononcent pas, ils sont juste incapables de prouver l'existence ou la non-existence de Dieu. Ah, il est peinard l'agnostique. Le fameux sans opinion qu'on trouve dans n'importe quel sondage, c'est lui. Je l'adore. Le fameux sans opinion, en effet. Euh, Au-delà de ça, on va parler de la folie, puisque Max va être poursuivi pour folie. On va dénicher des psychiatres qui vont... euh, alors, je ne sais pas si on peut en parler, parce que quand même, c'est quand c'est un même... peu délicat parce que Ouais, c'est un peu délicat. On- là, on va révéler la fin et ce serait peut-être un peu Tout à dommage, fait, non? tout à fait. Mais il est quand même question de folie. Oui, ah ben, tout au long de l'ouvrage, déjà au début, il On se pose la consulte question pas, d'ailleurs. il a un psychiatre et il y a Voilà. beaucoup de dialogues entre lui et le psychiatre. On se pose la question d'entrée de jeu d'ailleurs. Est-ce que Max est sain d'esprit ou pas? Est-ce que sa quête est juste ou non? D'entrée de jeu, le lecteur se posera la question parce que, étant donné qu'on n'a jamais vu ça, qu'on n'a jamais entendu ce genre de choses, on pourrait aussi se poser la question de savoir si véritablement un individu est fou. Mais la question étant, est-ce que nous ne sommes pas le fou d'autrui à chaque fois? Clairement, on a Bien sûr. Oui, l'impression oui. qu'on en est là. Oui, d'ailleurs, je crois que je sais plus, oui, je crois que je le dis dans le livre que le fou, dans la littérature, il a une fonction très souvent, enfin, si vous prenez Shakespeare, le fou, c'est celui qui dit la vérité. Vous prenez Erasme, c'est pareil. L'éloge de la folie, c'est quoi? C'est sous couvert de folie, on vous dit ce qu'on n'a pas le droit de dire, en fait. Et c'est le fou, encore une fois, dans Shakespeare, tous ces rois, les Henri V, les rois lyres, ils ont leur fou ils sont les seuls à pouvoir dire la vérité parce qu'ils ils ont le chapeau du fou, quoi. Maintenant, est-ce que Max est fou? Je pense que ce que le passage qui probablement euh, qui parle le mieux de cette question, c'est le procès devant le tribunal administratif. C'est-à-dire qu'en fait, Max a rencontré et s'est fait ami avec un vieillard du nom de Léon qui a 107 ans qu'il a rencontré donc dans cet hôpital et qui a toute sa tête, hein, qui est un type qui est un peu diminué physiquement, on peut imaginer à 107 ans, mais il a sa tête. Et dans son combat qui va devenir un combat politique, Max, puisqu'il est avocat, se dit, mais je vais faire un procès à l'État avec
Léon comme client pour non-assistance à personne en danger, en disant on laisse, en fait, on ne s'occupe pas vraiment de le sauver de toutes ces maladies de vieillesse, parce qu'on considère qu'il est normal qu'il meure, et ça, tout ça, ça ne va pas. Et il se retrouve devant le tribunal avec un représentant de l'État et Max. Et vous avez les deux plaidoyers, et ces deux plaidoyers, j'ai tenu absolument à ce qu'ils soient aussi convaincants l'un que l'autre. Et je pense que, enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je pense qu'on adhère aussi bien à la parole du ministère public, en fait, du représentant de l'État, qui est là pour défendre l'ordre établi et la vérité, enfin, la vérité officielle, je ne sais pas comment la qualifier, là, en tout cas, pas la vérité, le réel, le réel admis, et de l'autre côté, vous avez la plaidoirie de Max qui défend cette position-là et qui la défend tout aussi bien, je trouve. Et donc, qui oppose à ce réel-là quelque chose qui n'est pas de la folie, mais qui est aussi convaincante que le réel, et donc un autre réel. Et je pense que c'est ça qui fait tenir en fait l'histoire et qui répond à la question de la folie de Max. Non? Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est un véritable débat sociétal. Le lecteur s'embarque aussi, et je pense que le lecteur peut aussi évoluer à travers le livre, et c'est ça qui est intéressant. Mais on pense à l'euthanasie, on pense à des débats sociétaux même comme l'avortement. Il y a un véritable débat. Vous lancez, je trouve, un véritable débat sociétal qui mériterait d'être poussé encore plus loin dans les mains d'un député ou d'une pétition constitutionnelle, pourquoi pas. Vous m'avez peut-être donné l'idée d'en lancer une. Allez-y, je vous suis. Mais c'est vrai qu'il y a un véritable débat. Il y a une autre phrase, pour revenir à la folie, qui est une phrase qui est frappante, et je pense qu'elle va frapper tous les lecteurs, c'est celle-ci. La quantité, c'est la meilleure façon de vaincre, lui fis-je remarquer. À partir d'un certain nombre, la folie devient la norme. Avec 12 apôtres, Jésus était un illuminé. Avec 2,4 milliards de chrétiens, c'est Dieu. Et ça marche aussi bien pour Moïse, Bouddha ou Mahomet, alors pourquoi pas moi? Mais je trouve que c'est d'une acuité forte parce que ça montre bien à quel point la folie peut varier au tournant de l'histoire, d'un simple événement ou d'un simple apôtre ou d'un simple messager, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Je trouve que c'est une phrase qui résume aussi grandement la folie des religions. Je suis d'accord avec vous et avec moi-même. Et c'est ça. C'est ça. Alors, je pose deux questions récurrentes aux auteurs. La première, c'est celle d'un auteur méconnu que vous aimeriez remettre en avant, remettre au goût du jour. Un auteur qu'on ne voit pas forcément dans les 10 premières ventes de la Fnac. Qui avez-vous choisi, Yoram? Alors, j'ai choisi un auteur qui n'est pas vraiment un auteur méconnu. Il est méconnu en France, mais c'est un auteur israélien qui est mort maintenant il y a déjà une vingtaine d'années, qui s'appelle Ephraim Kishon, qui est un homme qui a vendu beaucoup. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous voyez qui il est? Oui, je vois, et en effet, très méconnu en France. Très méconnu en France. Pourquoi lui? Parce que il a cette verve que j'admire et qui probablement m'a amené. Ben, voilà, en fait, peut-être que là est la réponse. Je veux pas faire une psychanalyse sauvage ici, mais à votre première question à laquelle je n'ai pas vraiment répondu, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire et tout. Quand j'étais petit, ma mère, vous savez que la mère, c'est pour un petit garçon, c'est l'équivalent de Jésus en l'occurrence. Et je rentrais à la maison et je trouvais ma mère qui pleurait de rire sur un canapé avec un livre de Quichonne à la main. Et de voir que un livre peut conduire à un tel état, mettre quelqu'un dans une telle euphorie en tournant des pages et en lisant, je pense que c'est probablement ce qui m'a donné envie d'écrire. Euh, Parce que c'est quand même une émotion très forte, le rire. Et c'est pas si courant qu'on rit souvent au cinéma, on rit.
en ce moment, bon, il y a beaucoup d'humoristes le one-man show, quelquefois d'ailleurs c'est un peu rébarbatif, mais qu'un livre fasse rire, c'est pas si courant. Et donc voilà pourquoi je parle d'Ephraim Kishon. Il a écrit par exemple, alors, tout n'a pas été traduit, il a écrit beaucoup de livres qui n'ont pas été traduits en français, dont un qui est extraordinaire, qui s'appelle Mein Kampf. Mein Kampf, ça veut dire, la traduction littérale, c'est mon peigne en allemand. Et il faut savoir qu'Ephraim Kishon était déporté. C'était un juif hongrois qui a subi, comme ma mère d'ailleurs, les déportations en 1944 et qui a réchappé, qui a réussi à survivre. Et ce roman satirique qu'il a écrit, Mon peigne, Mein Kampf, dont on comprend évidemment immédiatement l'allusion, c'est qu'il met en scène un État dont le dictateur s'en prend aux chauves. Et donc, c'est extraordinaire parce que, C'est évidemment, vous avez tout c'est visionnaire. là-dedans. Et c'est Comment? visionnaire. Et c'est Non, c'est pas visionnaire. visionnaire, c'est après Hitler. Mais si vous voulez, ce qu'il raconte, c'est qu'on a une dictature d'État qui a toute une théorie scientifique sur le fait que les chauves sont des êtres inférieurs. Et puis, vous avez après toute la mise en place de la répression contre les chauves. On casse les vitres des magasins des perruquiers. Après, il y a ceux qui ont une légère calvitie, ceux qui ont enfin, on fait le tri entre vous voyez, et tout est un sarcasme autour du système concentrationnaire et du nazisme. Et voilà encore quelqu'un qui à partir du fait le plus tragique probablement de l'histoire, fait une farce. Alors, il n'est pas le seul. Évidemment, Chaplin a fait le dictateur. Comment s'appelle le réalisateur américain qui a écrit aussi j'ai plus son nom en tête. Enfin bon, il n'est pas le premier à rire du nazisme, mais oui, To Be or Not To Be, vous voyez, enfin, toutes ses œuvres. Mais voilà, donc c'est pour ça que je pense à lui, je pense à Ephraim Kishon. Superbe Et choix. j'aimerais bien qu'on traduise notamment ce roman-là. Superbe choix. Et quand je disais visionnaire, c'était par rapport aux chauves, en réalité, parce que pour le coup, il y a 50 ans, 60 ans, ça n'existait pas réellement. Pour le coup, aujourd'hui, il y a une véritable Ah bon? discrimination qui s'installe. Donc, D'accord. il y a une sélection naturelle. Bon. Deuxième question, c'est celle du personnage de fiction dans lequel vous aimeriez vous incarner pendant 24 heures, voire plus. Et est-ce que vous changeriez sa destinée? Qui avez-vous choisi? Alors, si vous me permettez, avant de vous dire qui j'ai choisi, enfin, si je peux vous dire tout de suite, si je devais m'incarner dans un personnage pour 24 heures, un personnage fictif, je prendrais Dieu. Et je pourrais être Dieu comme pendant 24 heures. Et bon, c'est une boutade, évidemment. Je vous promets que je vous donnerai quelqu'un d'autre. Mais avant ça, cette question, je voudrais vous dire à quoi elle m'a fait penser. Elle m'a fait penser à une nouvelle. Je ne sais pas si vous avez lu, vous savez. Et d'ailleurs, ça me permet de continuer un peu l'autre question. Mais Woody Allen a écrit des nouvelles. Euh, et parmi ces nouvelles, il y en a une que je trouve particulièrement extraordinaire. C'est euh, une histoire où il est un personnage qui s'appelle Kugelman, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il va voir son psychanalyste et il dit à son psychanalyste, moi, là, j'en peux plus de ma vie routinière à New York. Avec ma femme, on a 50 ans, tout est devenu convenu, tout est convenu, on sait par avance, on sort, bref, on s'ennuie. J'ai besoin de changer d'air, d'avoir un peu de piment dans ma vie. Et le psychanalyste lui dit, mais c'est pas un psychanalyste qu'il vous faut, c'est un magicien. Et Woody Allen, enfin Kugelman, le prend au mot et il va voir le plus grand magicien de New York. Et ce magicien lui dit, écoutez, moi, ce que je sais faire comme tour, c'est que je peux vous envoyer pendant une journée dans le roman, le livre que vous souhaitez. Vous me dites où vous voulez vous retrouver, et puis moi, je vous y envoie. J'ai cette boîte magique, vous rentrez dans la boîte, je tape 3 fois, je vous envoie dans votre roman, et puis je tape 2 fois et je vous ramène.
Et Kugelman lui dit, Madame Bovary. Alors il dit, Madame Bovary, c'est très étrange, je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais bon, si vous voulez Madame Bovary, allez, on rentre dans la boîte et voilà que Kugelman se retrouve chez Madame Bovary dans sa cuisine. Euh, Elle est seule, Charles n'est pas là, lui il est éperdument amoureux de Madame Bovary. Et puis évidemment, il lui parle, il lui raconte la vie à New York au XXe siècle, parce que ça se passe au XXe siècle encore, et il la séduit, et ils ont des moments extraordinaires ensemble, et puis il faut qu'il rentre, parce que c'est la, la fin de l'heure où il faut qu'il rentre chez Bobonne, il tape deux fois, le magicien le ramène, et il dit, ah mais c'était extraordinaire, c'était formidable, merci, merci, quand est-ce que je peux revenir? Et évidemment, il revient, il revient, il revient, et il est envoyé, il réussit même à faire venir Madame Bovary à New York. Et là où le truc devient juste génial, c'est qu'il y a un moment dans cette nouvelle, c'est une nouvelle courte, hein, qui aurait dû être un chef-d'œuvre absolu, ça aurait dû être, à mon sens, un, un roman entier. À un moment, il y a le plus grand spécialiste de Flaubert à l'université de littérature comparée à New York, qui va dans cette bibliothèque et qui prend pour la 357e fois, il sort l'ouvrage Madame Bovary pour le relire. Et en tournant les pages, à un moment, il regarde, il dit, mais qui est ce Kugelman? J'ai jamais eu affaire à un Kugelman dans Madame Bovary, j'ai jamais vu voilà. Et c'est ça le truc et c'est à ça que m'a fait penser donc votre question, qui était de savoir quel personnage fictif j'aimerais être pour une journée. Alors, je me suis posé la question et je me suis dit, j'aimerais bien être une des femmes que je mets en scène dans mes livres, c'est-à-dire déjà être une femme, ce serait intéressant. Parce que c'est un sujet de curiosité quand même. Voilà quelque chose qu'on est incapable d'atteindre en tant qu'homme. Je ne sais pas si pour une femme, elle aurait la même idée de vouloir se transformer en homme, mais bon, après, si déjà une femme, pas n'importe laquelle. Donc j'ai pensé à Lisa Minnelli, ou plutôt au personnage de Lisa Minnelli dans Cabaret, qui s'appelle Sally Bowles. Je ne sais pas si vous avez vu, vous connaissez le film, euh, qui est encore une fois ce genre de femme qui ressemble à mes personnages. D'ailleurs, elle en parle, enfin, il en parle, Max, lorsqu'il rencontre Cathy, il parle de Lisa Minnelli, qui, dans ce film qui est tiré d'un livre qui s'appelle, comment il s'appelle encore? C'est Berlin, enfin, bref, en tout cas, euh, c'est une femme très libre euh, qui se produit dans un cabaret, qui chante merveilleusement, qui danse merveilleusement, qui a une certaine légèreté dans cette période de montée du nazisme, qu'elle combat à sa manière très personnelle et qui réussit à continuer justement à vivre et à se concentrer sur le bon côté de la vie malgré tout ce qui l'entoure. Donc voilà pour répondre à votre question. Très bien, très bien. Il y a quand même, vous avez aussi la faculté de faire vivre des dialogues de manière extrêmement puissante. Est-ce que vous testez vos dialogues sur autrui? Est-ce que vous avez une manière particulière de les ciseler, de les composer, de les faire aussi se répondre? Parce qu'il y a aussi des dialogues qui se répondent aussi à travers les personnages. Euh, Comment vous formulez ça? Est-ce que pour vous c'est important d'abord l'art du dialogue? Est-ce que la narration suffit? Comment vous voyez les choses à travers ce phénomène qui est de plus en plus rare aujourd'hui en littérature? Des bons dialogues, on en trouve peu. C'est quand même de plus en plus rare, je trouve. Merci, merci. Et comment vous travaillez la chose? Est-ce que c'est un côté théâtral, cinématographique, visuel? Alors déjà, oui, les dialogues sont extrêmement importants. C'est ce qui donne du piment de la vie, en fait. Je n'imagine pas écrire, même quand enfin, je n'imagine pas écrire un ouvrage, quel qu'il soit, sans que le dialogue y prenne une place prépondérante. C'est hyper important, le dialogue. Encore une fois, c'est ce qui amène le souffle, c'est ce qui amène.
toute la chair, je trouve, est dans le dialogue. Comment je m'y prends, je ne saurais pas vous dire. En vérité, je fais comme je peux. Euh, je travaille beaucoup. Euh, c'est long à mettre en place parce que évidemment, rien de ce que je fais, en tout cas dans ce domaine, et dans les autres probablement non plus, ne coule de source. Et c'est jamais facile. C'est toujours long. Je reviens dessus beaucoup de fois. Et puis j'ai mon éditrice, heureusement. J'ai particulièrement Lise Chasteloup qui me redit et qui m'aide beaucoup là-dedans, parce que le dialogue, effectivement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et par exemple, elle m'a souvent fait remarquer que j'avais, particulièrement dans l'ouvrage précédent, des dialogues qui étaient trop denses. Un dialogue répondait, ça manquait d'aération. Il fallait introduire aussi du style indirect. Et donc, elle m'en a fait plusieurs fois la remarque, plusieurs fois pointé les endroits où je ferais quand même bien d'aérer mon texte de cette manière-là. Donc, j'ai quand même la chance d'être aidé par non seulement une éditrice, mais une éditrice qui est un auteur elle-même, euh, qui a écrit cet ouvrage, Le Destin russe, euh, et et, et qui sait ce que c'est, quoi, qui connaît la chanson en quelque sorte de l'intérieur, voilà. Et ça, c'est une sacrée, c'est un sacré plus pour un auteur que d'être assisté de cette manière-là. Ouais. En effet, on confirme toujours aussi forte Lise Chasteloup. Il y a un passage également comment dire, alors c'est pas, ça mine pas le moral comme tout à l'heure, mais presque quand même, parce que aujourd'hui on parle beaucoup d'un vivre mieux. C'est quand même sur toute l'étape de librairie, de développement personnel, et il y a une phrase qui m'a fait mourir de rire, c'est celle-ci. Mais je vais le lire quand même, je vais lire le passage de manière plus large parce que ça mérite d'être lu plus largement. Les statisticiens s'échinent à relever des données de plus en plus complexes pour nous expliquer ce qu'il convient de manger, de boire et en quelle quantité. Je rajouterai d'ailleurs les influenceurs aussi. Ma préférée, c'est l'étude qu'on nous ressort chaque année, selon laquelle rire au moins une fois par jour favorise la longévité. J'imagine la tête du type assis tous les soirs devant son formulaire en train de cocher le nombre de fois qu'il a ri au cours de la journée écoulée, en précisant les heures auxquelles le phénomène s'est produit. Doit-il faire le détail entre un rire aux éclats, aux larmes, forcé, jaune ou sous cape? Et pour un sourire compatissant, combien de secondes a-t-il grignoté sur la mort selon les statisticiens? Il n'empêche que le mec qui mange ses 5 fruits et légumes par jour en se bidonnant devant son verre d'eau minérale Monroucou finit par crever tôt ou tard lui aussi. C'est bien que le problème se situe ailleurs. Pourquoi ne s'intéresse-t-il pas plutôt aux circonstances dans lesquelles la mort survient? Et là aussi, je trouve ça encore très fort parce que avec de l'humour, avec un regard extrêmement aiguisé, vous mettez le point sur des choses extrêmement difficiles mentalement parce que ça cause aussi beaucoup de problèmes sanitaires, beaucoup de problèmes notamment sur les jeunes générations qui ne savent plus quoi manger, quoi boire. On peut leur dire tout ou rien dans la même journée. Et vous le voyez tous sur les réseaux sociaux aussi. Vous pointez du doigt à chaque fois des choses extrêmement importante. Et par rapport à ce passage-là, en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que à la fin, quand vous écrivez ce livre, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous en ressortez? Est-ce que vous ressortez plus hypocondriaque que vous ne l'étiez avant? Ou au contraire, est-ce que ça vous a soulagé d'un poids de le mettre par écrit? J'aurais adoré que ça m'ait soulagé. Bah non, non. On sort aussi démuni qu'on est rentré. On ressort le même, avec quelques années de plus d'ailleurs. Donc, j'étais un peu mieux avant, sans doute, parce que j'ai mis 2 ou 3 ans à écrire ce livre. Ok, ok. Euh, et puis les questions de la signature de ce pacte avec le diable aussi, vous prenez en exemple, puisque dans le contrat qui est écrit, hein, qui est formulé,
Et quand on lit le contrat, on sait qu'on a affaire à un véritable avocat. Euh, pour le coup, vous prenez en exemple le portrait de Dorian Gray. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, C'est en ouais. filigrane dans le contrat. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à ceux qui ne vous ont pas encore lu pourquoi vous avez Ben, décidé? et je trouve qu'Oscar Wilde est un auteur merveilleux déjà, un personnage hors norme. Il est très drôle, justement. Encore un humoriste avant l'heure, quelqu'un qui a eu des réparties juste exceptionnelles. Enfin bon, tout le monde le sait. Et je pense que le chef-d'œuvre d'Oscar Wilde est probablement un des grands chefs-d'œuvre de la littérature, c'est le portrait de Dorian Gray. C'est Faust, mais amélioré par rapport, je dirais, euh, au Faust originaire, qui est un peu, qui est difficile à lire. Là, on lit vraiment facilement la pièce d'Oscar Wilde. Et c'est donc l'histoire d'un type qui veut pas mourir et donc oui, qui fait vieillir le tableau. Je trouve la solution. Alors là, par contre, vous voyez, donc moi j'ai beaucoup lu Oscar Wilde, j'ai beaucoup vu. D'ailleurs, il y a eu un film sur le portrait de Dorian Gray. Et j'ai été tout de suite séduit, captivé cette histoire, mais elle pose un problème, c'est qu'il y a un recours au fantastique, c'est que le tableau vieillit. Et moi, je voulais m'affranchir de ce trucage, je ne sais pas comment dire, parce qu'il y a un trucage, vous voyez. Et, et c'était encore une fois l'objectif que je m'étais fixé, ne pas tricher. Dans Dorian Gray, c'est magnifique, c'est juste génial, c'est écrit de façon captivante, ça tout, absolument tout, mais il y a de la triche. Et je voulais faire quelque chose d'équivalent, mais sans triche. Et par conséquent, quand il va présenter à son psychiatre par un peu défi, parce qu'il n'est pas dingue, son pacte avec le diable, ce pacte fait référence au portrait de Dorian Gray euh, pour voilà, après, ça va d'ailleurs se retourner contre lui. C'est pas pour rien qu'il est là, ce pacte. Mais voilà ce que je peux en dire de Il y a le Dorian. parallèle également avec votre dernier roman, avec le précédent, L'âme au diable, clairement. Oui, sauf que l'âme au diable a une raison. C'est-à-dire que l'âme au diable du précédent roman, c'est la phrase du juge à Lévy lorsqu'il a condamné Kastner, qui a dit qu'en négociant avec les nazis, il avait vendu son âme au diable. Et lui-même, ce juge qui était un juge d'origine germanique, euh, il a fait référence à Goethe, évidemment, et qui l'a appris à l'école comme tout Allemand qui se respecte. Et dans son jugement, les jugements en Israël sont des jugements anglo-saxons, donc des jugements très littéraires, pas comme en France, attendu que cour de cassation en une page, c'est fini, c'est torché. C'est des jugements de 500 pages. Hein. Et dans cette affaire sur laquelle on va pas revenir maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais c'était la phrase qui a abouti à l'assassinat de Kastner, l'assassinat scandaleux de Kastner, et c'est pour ça que ce livre s'appelle L'âme au diable, par référence à cette phrase prononcée par ce juge. Tout à fait. Eh bien, on va terminer cette rencontre avec un deuxième extrait. Yoram, c'est à vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme deuxième extrait? Espérant ne pas avoir choisi l'un des vôtres. Non, 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 ne vous inquiétez pas. J'ai choisi j'en ai deux possibles. J'ai un très court, c'est le Mourir tue. Eh bien, lisez les deux, Yoram. Bon, d'accord. Alors, j'ai la rencontre avec Cathy. Donc, merci. J'espère que ça ne va pas être rébarbatif pour ceux qui nous écoutent. Mais voilà. Donc, c'est la rencontre avec Cathy, la femme cancéreuse. Hein. J'avais repris ma place à mon poste habituel d'observation en face du 26 de la rue d'Ulm. Il pleuvait en ce début de juin, ce qui n'égayait pas la déjà triste bâtisse qui abrite l'hôpital Curie. Ma petite cancéreuse, fidèle au rendez-vous, est apparue furtivement derrière la porte vitrée. Puis, sans me laisser le temps de réagir, a descendu les marches du perron pour s'engager sur sa droite en direction de la rue Gay-Lussac. Euh,
à petites et vives enjambées, pardon. Elle était tellement frêle qu'elle semblait passer entre les gouttes. Je suis parvenu à sa hauteur, essoufflé par l'effort produit pour la rejoindre. Excusez-moi de vous aborder ainsi, mademoiselle, mais j'ai une chose très importante à vous dire. Si vous vouliez bien m'accorder quelques minutes, nous pourrions prendre un café au gué du sac. Il poursuivait son chemin sans me jeter un regard. Pardonnez-moi d'insister. Je suis conscient de vous importuner et croyez bien que je trouve cette situation fort désagréable, mais cela fait plusieurs jours que je souhaite vous parler. Tout en articulant cette phrase d'une platitude affligeante, j'avais conscience de ne pas être à la hauteur de l'enjeu. C'est une question de vie ou de mort, ai-je ajouté, pris enfin d'une inspiration. Ces dernières paroles l'ont arrêté net. Elle m'a dévisagé avec application comme si elle cherchait à déchiffrer un mode d'emploi dans mon regard. C'était la première fois que je l'observais d'aussi près. Son visage incliné vers l'arrière, elle m'arrivait à l'épaule, ruisselait de pluie. Malgré le fichu sur sa tête, son maquillage inexistant, ses yeux prosaïquement noisettes, son nez aquilin et sa chétivité, j'ai éprouvé en la regardant un sentiment ambigu, mélange peu compatible d'indifférence et de désir. De vie ou de mort, dites-vous? Vous êtes tombé sur une spécialiste. Sa voix était enjouée. C'est mon jour de chance, lui dis-je, sur un mode que je voulais désinvolte. Alors c'est d'accord? Nous arrivions devant le café et il y est entré directement sans se faire prier, a pris place à la première table avant de m'inviter à m'asseoir d'un geste amical. J'étais surpris par son énergie, elle n'était pas du tout comme je me l'étais figuré. Un cappuccino, fit-elle à l'adresse du barman. Et vous, qu'est-ce que vous prenez? J'ai demandé un café et je me suis présenté. Je m'appelle Cathy. Eh bien, je vous écoute, Max. Qu'avez-vous à me dire de si important? J'étais sonné par sa détermination. Je l'avais choisi pour sa réserve supposée. Et voilà que je me retrouvais face à une Lisa Minnelli sortie tout droit de New York, New York. Il n'est pas aisé d'expliquer à une parfaite inconnue que vous avez pris la décision de ne pas mourir, que l'un des moyens que vous envisagez pour parvenir à la conception d'un embryon est que c'est sur ces ovocytes que vous avez jeté votre dévolu. C'est pourtant ce que j'ai fait. Sa réaction fut aussi inattendue que le laissait présager son attitude jusque-là. J'aurais considéré en d'autres circonstances que c'est l'un des plans de drague les plus loufoques qu'on ait élaboré à ce jour, mais je suis loin d'être la femme la plus séduisante du quartier, à moins que vous ne soyez un fétichiste de la calvitie féminine ou que vous ne souffriez d'une aversion pour les seins gauches. Et puis, vous avez l'air sincèrement piqué. Je pense que vous m'avez réellement abordé dans l'insensée perspective de confectionner avec moi un embryon. Elle marqua une courte pause avant d'ajouter: Et vous attendez à quoi exactement? Qu'en réponse à cette romantique déclaration, je vous emmène par la main à l'hôtel le plus proche pour aborder la phase A, à moins que vous n'envisagez une méthode plus détachée. Vous me remettez un échantillon de votre précieuse liqueur séminale que vous aurez prélevé en fantasmant sur la femme que vous épouserez dans 300 ans. Il ne me restera plus qu'à procéder à une petite five et comme ça, je reste dans mon élément habituel en milieu stérile. Je décidai d'adopter le même ton. Bien vu, il faudra en passer par une fécondation in vitro, mais sachez que si ça dépendait de moi, j'aurais sauté sur votre première proposition. Il se trouve que j'ai toujours eu un net penchant pour les seins droits. Voilà. Ça donne le ton. Voilà, vous l'avez. Donc voilà pour ce qui est de la rencontre avec Cathy. Et puis plus court, je vais le faire un peu à la Pierre Dac, je crois, parce que ça lui ressemble. Mourir tue. Donc c'est un prospectus qu'il distribue devant le Père Lachaise pour essayer d'amener à lui des manifestants pour sa campagne politique. Donc le prospectus a comme intitulé Mourir tue, point d'exclamation. 157 000 personnes meurent chaque jour dans l'indifférence générale, laissant derrière elles autant de veuves, de veufs et d'orphelins. 57 millions d'individus disparaissent ainsi tous les ans, l'équivalent d'un pays comme l'Italie, sans que l'ONU, l'OMS, la CPI, le pape, ni aucune organisation nationale ou internationale
s'en émeuvent. J'appelle les nations du monde entier à se mobiliser contre ce fléau. L'éradication de la mort est affaire de volonté politique. Trop de lobbies puissants s'y opposent. Les industries funéraires, pharmaceutiques et d'armement, les religions, les sectes, les compagnies d'assurance, les naturopathes et autres gourous de tout poil ne survivraient pas à une telle révolution. Le renoncement des pouvoirs publics à mener ce combat est criminel. Contraignons-les à réagir. Cathy Fréau est morte en raison de l'insuffisance des moyens consacrés à la recherche contre le cancer. Elle était la femme de ma vie. Comme moi, vous avez tous un être cher dont la perte vous plongerait dans le désespoir. Le 8 décembre à 14 heures, manifestons devant le ministère de la Santé pour exiger qu'on attribue les fonds nécessaires à la recherche médicale pour en finir avec ce mal absolu qui endeuille l'humanité depuis la nuit des temps. Venez me rejoindre nombreux, nous sommes tous concernés, ne mourrons plus sans rien dire, ne mourrons plus. Voilà. Voilà, je suis fan. Je m'y vois déjà dans cette manifestation. Merci infiniment, Yoram. Je le remontre, il est là, l'homme qui ne voulait pas mourir, aux éditions Viviane Ami. Et c'est un pur bijou parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de ce livre-là et c'est bien dommage parce que pour le coup, ça change beaucoup de ce qu'on peut lire habituellement et c'est ce que je recherche aussi, c'est d'être bousculé et clairement, beaucoup le seront en le lisant et vous faites état d'un sacré talent d'écrivain. Donc merci infiniment, Yoram. Ben, c'est moi qui vous remercie infiniment, d'abord de me recevoir et puis de me faire tous ces compliments qui me touchent énormément. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont écouté.